Bonjour à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord. Très content de vous retrouver sous le soleil pour cette nouvelle semaine, la semaine 9. Et pour commencer cette vidéo, j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette annonce, c'est que hier, je me suis marié pour une deuxième fois. La première, c'était avec Marine. Et, et ce coup-ci, c'était c'est avec ma soeur en fait. Alors, je dis pas ça parce qu'on est dans le Nord, sans vouloir faire de mauvaises blagues. Mais c'est un peu le cas, puisque j'ai pris part à 50% dans l'exploitation agricole. Donc c'est une forme de mariage, c'est une association sur un projet professionnel. Donc on considère souvent ça comme un mariage. Alors pour resituer, en fait, ma sœur, donc Caroline, elle avait repris l'exploitation en 2018 à la suite de mon père. Et donc elle a repris cette exploitation en individuel. Moi à cette époque-là, j'étais encore à l'école. Et ensuite j'ai travaillé un peu à l'extérieur. Donc moi je suis revenu, je crois en 2020, à temps partiel, 2019 je sais plus. Faisais un temps partiel au début et ensuite à temps plein. Et donc se poser la question de cette association. Il y a eu des oui, des non, enfin je savais pas trop quoi faire, on savait pas trop quoi faire. Parce que clairement créer une société c'est pas rien, ça engage beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile de gérer une entreprise seule qu'à deux. Et donc bon, finalement, on s'est décidé, ça a mis un peu de temps, et ça y est, depuis hier officiellement, du coup, je prends part à 50% dans cette entreprise qui va s'appeler du coup la SCEA pour le statut, mais Ferme Josse, comme le nom commercial, puisqu'avant c'était au nom de ma sœur, du coup en nom propre. Et du coup, on peut reprendre le nom commercial de l'entreprise. Alors vous dire quand même que créer une société, c'est pas simple. C'est même, je dirais, très compliqué. Et peut-être même encore plus en agricole. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Parce qu'il faut prendre en compte en fait toutes les antériorités. Dans l'agricole, il y a des propriétés, il y a du sol, des bâtiments, l'activité qui a eu lieu sur l'exercice de ma sœur. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de mouvements qui doivent être faits, que ce soit financier à la banque, que ce soit administratif chez le notaire. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses. Et quand vous vous lancez là-dedans, et je dirais même aussi que c'est encore plus dur de passer d'une société, enfin d'une entreprise en nom propre, enfin, individuel, à une société à deux. Parce qu'il y a cette notion de partage en fait où quand on démarre la société à deux, on doit être sur des bases les plus égalitaires possibles. Mais c'est pas facile d'être dans la complète équité quand on démarre un nouveau projet qui est déjà né en 2018. C'est pas comme si aujourd'hui voilà, on crée une société de zéro. 0 plus 0 égale 0. Là aujourd'hui tu pars d'une société qui a déjà vécu, qui a déjà créé de la valeur. Donc moi j'arrive là-dedans. Comment répartir les choses? Donc clairement, pour faire tout ça, ça demande un accompagnement haut de gamme, hein, clairement. Et en tout cas, moi c'était pas du tout dans mes compétences. Ma soeur elle voit beaucoup plus clair que moi là-dessus, mais même comme ça, heureusement qu'on est bien entouré. Et j'en profite du coup pour féliciter et remercier une personne qui a beaucoup compté dans ce projet, qui a beaucoup compté par le passé et qui comptera encore beaucoup jusqu'à sa retraite, même peut-être après, je sais pas. Ah bon, on va pas trop lui en demander. Mais c'est Cécile. Cécile, je sais qu'elle regarde ces vidéos. Elle regarde même du début jusqu'à la fin, dans le détail, pour bien s'informer de la situation de l'exploitation. Donc merci à toi pour cet accompagnement. Pour vous expliquer, Cécile, c'est notre comptable. Je vais pas dire que c'est un membre de la famille, mais presque, parce qu'elle connaît bientôt plus la ferme que moi. Du moins sur la partie économique, puisqu'elle a suivi mes parents avant que moi j'arrive sur la ferme. Elle a suivi ma soeur et puis maintenant elle va nous suivre, nous deux, dans cette nouvelle société. Enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui vous êtes accompagné par des centres de gestion
Bon, nous en l'occurrence c'est le CER, mais finalement le nom on s'en fiche royalement. Ce qui compte bien et ce qu'il faut qu'ils comprennent bien, c'est ces boutiques, enfin toutes ces entreprises, c'est que ce qui fait leur force, c'est pas leur nom, c'est les personnes qui représentent justement leur nom et qui sont en contact direct avec nous. Bref, à bon entendeur. Allez, on repart du côté production et je suis aujourd'hui dans les serres de fraises hors sol. Et on est mercredi. Les 2 premiers jours, j'ai pas filmé puisque rien d'intéressant. C'était que, enfin, de toute façon, c'est toujours le même train-train tous les jours, hein, conditionnement de légumes, triage de pommes de terre, lavage, etc. Bref. Donc rien d'intéressant. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va faire, enfin ce qu'on va essayer de faire, c'est que là, Maxence est en train de mettre les supports de hampe. Alors j'attends un retour de notre fournisseur parce que je ne suis pas certain que ça ira. Alors les supports de hampe, c'est quoi? C'est une petite bande blanche assez large, comme ça, qui fait je sais pas 5-6 cm de large, qui va longer de chaque côté la culture pour qu'ensuite les hampes florales viennent se poser dessus plutôt que de tomber comme ça et potentiellement casser, enfin bref. Et puis surtout ça retient les fraises à la bonne hauteur. Mais j'ai un doute quand même, parce que de ce que je regarde sur le net, c'est que généralement les supports sont plus rapprochés du sac. Même des fois il y en a qui le mettent carrément vraiment au bord du sac. Donc j'ai un petit doute. Après bon, ça c'est des supports qui sont faits pour leur matériel, parce que moi j'ai les gouttières, j'avais acheté d'occasion, les supports aussi. Donc les supports de hanche sont peut-être faits pour leur matériel spécifique, mais pas pour le mien. Donc j'attends d'avoir la confirmation de savoir si on peut utiliser ça. Auquel cas, si ça marche pas, il faudra trouver une autre solution. Et deuxième et après un troisième sujet. Deuxième sujet, on va déplier la toile tissée hors sol blanche pour couvrir le sol, puisque maintenant il n'y a plus d'intervention sale à faire. Tout on pourra se mettre au propre, comme ça fera nickel. Et après, troisième sujet que j'aimerais bien attaquer cette semaine, c'est nettoyer les bâches de la serre. Alors je vais essayer plusieurs méthodes, on verra. Toujours est-il que là, ce que j'ai envie d'essayer, c'est mettre le Karcher, finir carrément avec le Karcher et voir comment déjà ça va marcher sur tous les pocles de mousse. À mon avis, ça devrait le faire. Alors sans trop insister pour pas trop abîmer le plastique, mais de toute façon, comme je l'ai dit, je m'en fiche puisque cet été on change la bâche. C'est déjà, enfin, c'est prévu, c'est pas encore officiel, mais c'est prévu. Voilà, c'est parti. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que tous les petits pocs, ils sont sacrément costauds. Donc on va le faire en 2 fois. On va faire un premier passage général, en sachant que de toute façon on peut même pas aller jusque là-haut. Mais le pire c'est ici, hein. C'est cette zone là qui est la pire. Donc déjà, si on arrive à nettoyer cette zone, on va déjà gagner pas mal de passage de lumière. Bon, là déjà un peu de changement. Bon là je suis en bout de tuyau sur mon Karcher. Il va falloir que je monte le Karcher de sorte que je puisse rallonger jusqu'au bout. Mais avant ça, j'aimerais bien essayer autre chose. J'ai pris de la vieille du vieux filet anti-insectes. Donc une longueur pas forcément large mais assez long pour aller de l'autre côté de la serre. Et je vais attendre qu'on ait de la pluie, parce que quand c'est sec ça sert à rien. Mais quand il pleut ou quand la bâche sera humide, on va venir de chaque côté, une personne de chaque côté pour tirer, faire des mouvements de va-et-vient, de sorte qu'on puisse frotter. Et peut-être qu'on sera pas beaucoup moins efficace que le Karcher, pas beaucoup moins efficace que le Karcher, ouais, je dis bien. Ou du moins ça pourrait faire un premier travail. Et ensuite on ferait la finition avec le Karcher, ou alors même peut-être que ça suffirait, on verra. Donc j'attends la pluie maintenant. Bon, elle va arriver d'ici peu de temps, normalement peut-être cet après-midi. Et on essaiera ça. Mais déjà là, quand tu vois la différence entre ce qui a été passé et ce qui ne l'a pas été,
qui doit quand même avoir un gros gain de luminosité. Même quand tu es dans la serre, c'est vrai que tu n'as pas cette impression, tu as l'impression que la lumière elle passe quand même. Bon oui, il fait beaucoup plus chaud, hein. Ça marche, hein, l'effet de serre est fonctionnel, mais je pense que là on va gagner quand même pas mal si on arrive à bien nettoyer la bâche. Bon, la pluie est arrivée. La pluie est arrivée. On a essayé. Je dis pas que ça fait rien, mais c'est pas suffisant du tout. Pourtant quand je frotte avec, quand je mets une pression, ça marche bien. Et là le fait de tirer de chaque côté, bah, on n'arrive pas à avoir l'effet escompté. Je ne sais pas comment on va faire. Faudrait que je trouve une brosse rotative télescopique. Voilà, on va chercher les solutions. Voilà, aujourd'hui on est jeudi et les bâches sont à peu près nettoyées. J'attends maintenant qu'il pleuve parce qu'on a bien frotté. J'attends qu'il pleuve pour faire couler toutes les saletés. Et là du coup on va dérouler la bâche. Donc toile tissée hors sol qu'on a fait fabriquer sur mesure. Alors fabriquer sur mesure c'est un peu plus cher, mais au final ça revient pas plus cher que ça, parce que si tu prends par exemple des longueurs standards que tu dois découper, déjà découper c'est la merde et puis ça fait des découpes pas très belles si tu fais pas au découpeur thermique. Mais surtout en fait quand tu comptes les chutes que tu peux pas prendre parce que bah, t'es pas forcément aux longueurs standards, et bah, au final ça revient pas beaucoup plus cher. Et au moins là voilà, je sais que j'ai une bâche qui fait 9,60 m. Donc j'ai pris un tout petit peu plus large, comme ça en fait on va faire des petites découpes autour des arceaux pour vraiment bien épouser toute la largeur, et un petit peu plus long que toute la longueur de la serre, de sorte de faire dépasser un petit peu en dessous des portes. Comme ça vraiment on sera bien couvert nickel sur toute la serre. Par contre après il faudra pas la salir. Donc là ça va, il faut qu'on rentre en botte ici. Après je vais ramener des surchaussures en plastique, ou alors ou sinon on aura des godasses uniquement pour la serre, histoire qu'on la salisse pas et qu'elle soit blanche le plus longtemps possible. Voilà, la bâche est déroulée, il n'y a plus qu'à fixer et puis surtout faire épouser bien tous les poteaux. Et là ce qu'on fait, on est en train de faire la découpe au niveau des descentes des eaux excédentaires, et on refera une deuxième bande après derrière qu'on va fixer avec des agrafes avec celle-là. Et donc là on utilise la méthode du découpeur thermique. Alors on pourrait utiliser des ciseaux, mais l'avantage, attention à la bâche en dessous, on pourrait utiliser des ciseaux, mais l'avantage du découpeur thermique c'est que ça fait en même temps une soudure. Parce que quand tu coupes au ciseau, tu peux avoir potentiellement s'effilocher, et du coup après s'arracher, etc. Tandis que là c'est directement soudé nickel. Mais déjà franchement ça fait propre, hein. Nickel. Alors après le soleil vient de se lever, alors je sais pas si c'est à cause de la bâche, mais on voit que ça rayonne beaucoup plus. Bon, à noter aussi que les fraises ont bien repris, hein. Bon, je vais vous enlever un plan pour vous montrer un peu les racines qu'on a déjà dessus. Voilà, bon ça dépend des plans, il y en a où il y a un peu plus de racines, mais voilà, c'est parti. Ça attaque. Allez, maintenant dernière étape avant de fixer, on épouse les poteaux à toutes les aspérités qui vont. Donc ici c'est les poteaux, il y a des poteaux aussi, puis au début toute la station d'irrigation. On fait les petites découpes. Voilà, pour vraiment qu'il n'y ait aucun jour pour que ce soit nickel chrome. Et après on n'aura plus qu'à mettre des agrafes pour fixer tout ça. Voilà, on vient de finir ici la première partie. Donc là j'ai mis des agrafes, du moins une toutes les deux travées. Maintenant, vous avez vu, j'ai bien fait ça, hein. Vraiment combler vraiment tous les bords. Maintenant ce que je vais faire, je
vais retourner de l'autre côté, bien tendre la totalité. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté sur les grands arceaux. Et voilà, c'est terminé pour la pose de la toile. Et franchement, ça fait propre. Quand on fait bien le tour des poteaux comme ça, c'est impeccable. On est pas bien là? Là, on est dans le propre. Et quand on est dans le propre, généralement, on travaille mieux, on est plus efficace. Aujourd'hui, on est vendredi et la mission du jour, c'est de mettre les supports de hampe. Donc les supports de hampe, c'est ces petites bandes blanches ici qu'on vient mettre de part et d'autre de la ligne de fraises. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fraises elles vont pousser et il y aura les hampes qui vont arriver sur les côtés. Les hampes, c'est c'est les tiges qui supportent en fait les fruits. Et si t'as pas ça en fait, les hampes elles viennent ici et elles tombent comme ça et elles peuvent potentiellement casser. Ou alors, si elles cassent pas, d'avoir des ruptures d'alimentation du fruit parce que c'est plié ou c'est contraint. Voilà, enfin, bref, vous comprenez. Donc l'idée c'est que la hampe elle vienne se poser tranquillement ici et qu'ensuite on ait les fruits qui se présentent ici tout le long de la bande blanche. Donc là c'est Maxence qui s'occupe de ça. Et donc en intermédiaire on a ces petits supports là qui sont fabriqués par De Grave qu'on accroche sur le support de culture. Et ensuite on vient passer la bande de chaque côté, on la serre bien et ensuite on rajoute ici en intermédiaire. C'est un petit système D mais ça marche plutôt pas mal. Voilà, on met ça au milieu comme ça vraiment on a un bon maintien et c'est suffisant pour supporter après les fruits. Regardez ce que je viens de recevoir. Alors c'est pas encore déballé mais moi je sais ce qu'il y a dedans. Et surtout restez sur la vidéo parce que là c'est un sujet très important et qui va franchement fortement vous intéresser. Allez, je déballe ça et je vous montre tout. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Et bah on va regarder ça tout de suite ensemble. On va la déballer. Et je vous montrerai, je vous expliquerai ensuite à quoi ça correspond. Alors cette machine, qu'est-ce que c'est? C'est un déshumidificateur thermodynamique pour les serres maraîchères. Et vous savez quoi? Cette machine, je l'ai eue pour 0 €. Et vous savez quoi en plus? C'est que vous aussi, vous pouvez l'avoir pour 0 €. Alors vous allez me dire, pour 0 €, il y a forcément une entourloupe. Mais je vous assure que il n'y a pas d'entourloupe. Et pourtant, je suis le premier à le dire, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais dans ce cas précis, en tout cas, la machine, elle est là, on va la mettre en route. Je vous montre d'ailleurs le devis ici, à côté, avec un reste à charge de 0 € que j'ai signé. Voilà, comme ça, on est en toute transparence. Donc, vous verrez, ce sera la même chose pour vous si vous voulez bénéficier de ce système. Mais je comprendrai honnêtement pas pourquoi vous ne voudriez pas en bénéficier. Donc, on va parler un peu de technique après pour savoir à quoi ça sert. Mais déjà vous dire que cette machine, elle m'a été livrée par la société Polaris Énergie, donc dont vous avez vu le logo sur la vignette de la vidéo. Je vous le remets ici. Donc c'est une société qui va distribuer le matériel. C'est pas le fabricant, c'est les distributeurs. Et donc en fait, pour l'explication, pourquoi c'est à 0 €, c'est que le prix de la machine est compensé entièrement à 100% par les primes C2E, les primes de certificats d'économie d'énergie. Donc ce sont des primes d'État qui permettent du coup de financer ce matériel à 100%. Donc je remercie la société Polaris Énergie pour la fourniture du matériel. Je la remercie aussi pour ce partenariat.
Et vous allez voir, quand vous allez les appeler, quand vous les aurez en contact, c'est une équipe très professionnelle et très bien organisée. Pour vous dire, cette machine, je crois qu'elle est partie cette semaine. Enfin, on a discuté, j'ai échangé avec eux il y a quelques jours et la machine est déjà là. Les branchements, vous allez voir, c'est très simple, ils m'ont montré comment faire. Enfin voilà, il y a un accompagnement, c'est pas juste un distributeur lambda, ils connaissent leur machine, ils connaissent la technique de leur machine, les branchements, etc. Alors pourquoi un déshumidificateur thermodynamique, ça a tout son intérêt dans une serre maraîchère? Tout simplement, comme son nom l'indique, pour contrôler de façon complètement autonome, automatique, le taux d'hygrométrie de votre serre, en sachant que le matériel est et sera dimensionné en fonction de la taille de vos tunnels. L'objectif donc de contrôler l'humidité, pourquoi? Alors l'hygrométrie, c'est un sujet qui est peut-être parfois sous-estimé, mais pour moi c'est un sujet énorme. Pourquoi? Alors il y a plusieurs points. Le premier qui n'est pas forcément le plus important, mais aujourd'hui on a des plantes qui ont des... Chaque plante, chaque culture a son besoin optimal d'hygrométrie. Vous prenez une fraise typiquement, je crois que c'est environ 70% d'hygrométrie. Ça veut dire que c'est à 70% d'hygrométrie qu'elle se sent le plus à l'aise pour son développement. Vous prenez des plantes tropicales, elles vont aimer être dans les 90-95% d'hygrométrie. Mais bon, généralement, nous, dans nos fermes, en France, en tout cas en maraîchage, on n'a pas beaucoup de plantes tropicales, à ce que je sache. Et donc généralement, ce qu'on préfère, c'est plutôt avoir des taux d'hygrométrie faibles. Alors toujours, forcément, c'est des légumes, c'est des fruits, donc ça a besoin de beaucoup d'eau, mais pour la nutrition, donc ça a besoin d'être les pieds dans l'eau, mais par contre, là-bas, ça a besoin d'avoir le feuillage au sec. Et ça, c'est la généralité pour la grande majorité des plantes qu'on cultive chez nous maraîchers. Alors du coup, pourquoi ce besoin d'avoir un environnement sain, un environnement sec? Parce qu'on dit souvent un environnement sain, mais en fait un environnement sain, c'est un environnement sec. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement limiter fortement le développement des maladies. Vous prenez, si vous arrivez à maintenir un taux d'hygrométrie en dessous de 70%, en dessous, allez, même en dessous de 80%, et problème d'oïdium, c'est fini. Problème de mildiou, c'est fini. Voilà, il y a vraiment énormément de bénéfices à maintenir un taux d'hygrométrie bas. Et donc c'est clairement une super démarche environnementale que d'avoir ce genre d'outil qui peut nous aider à atteindre cet objectif. Et le troisième point, pourquoi en serre? Parce que forcément, vous imaginez bien que dehors, c'est pas gérable puisqu'on va pas déshumidifier l'air de toute la planète. Mais en milieu confiné, c'est hyper important, et surtout en serre, puisque parce que vous allez me dire, en serre, ici comme là cet après-midi, là je suis en plein soleil, d'ailleurs j'ai les œufs de chinois, mais c'est avec le blanc par terre, voilà, ça reflète fort, mais bon, tant mieux, c'est bon pour les cultures. Vous allez me dire, ici, il n'y a pas de problème d'hygrométrie. Non, là il est 14h je crois, voilà, tout est bien sec, c'est hyper sec, donc là il n'y a aucun souci. Par contre, dans une serre, le gros point noir d'une serre, c'est la variation entre la nuit et le jour. Et c'est ce qui se conclut par ce qu'on appelle la condensation. Et ça, c'est un problème énorme dans les serres. Et comment on fait pour lutter contre ça? En fait, la condensation, c'est quoi? C'est quand vous avez un gros choc thermique en fait entre la nuit et le jour. La nuit, par exemple, vous avez, 5-10 degrés. Le matin, vous avez le soleil qui arrive. Tout de suite, la serre va monter à 20 degrés. Cette inversion-là, cette grosse montée en température rapide va faire condenser, va faire que vos bâches vont être trempées et ça va goûter sur les cultures. Voilà, dès l'instant que vous avez par exemple une barre comme ça, donc la bâche est pleine d'eau, vous avez une barre, au niveau de la barre ça goûte. Ça peut goûter directement sur les fraises. Et alors ça, c'est mortel, parce que là, dans la serre, vous avez 18-20 degrés, vous avez une hygrométrie du feu de Dieu, au-dessus de 90% sûr. Et alors là, pour les maladies, c'est bonjour. Donc du coup, gérer cette hygrométrie, c'est hyper important. Alors comment on fait quand on n'a pas cette machine? Quand on n'a pas cette machine, tout simplement, on ouvre, on aère, on ventile. Il y en a qui mettent des ventilateurs, il y en a qui ouvrent. Il y en a même, et c'est pour ça surtout qu'a été mis en place ce C2E pour les déshumidificateurs. Il y en a qui chauffent et qui ouvrent les latéraux. Comme ça permet d'ouvrir moins longtemps, de vite refermer. En fait, tu chauffes l'air, mais en même temps tu ouvres pour dégager justement l'air humide. Et ensuite, quand tu as atteint ton taux d'hygrométrie, tu refermes. Donc ça, forcément, d'un point de vue écologique, c'est moins bien. Et c'est pour ça
qui a été développé ce genre d'outil pour les serres. Alors maintenant vous connaissez l'intérêt de cette machine, un intérêt quand même, vous allez l'avouer, très notable, et surtout à 0 €, il n'y a pas trop de questions à se poser je pense. Mais avant de passer au branchement, je vais vous parler juste 2 minutes des conditions d'accès à l'offre, puisqu'il y a quand même quelques petites conditions, notamment la première, la plus importante, c'est d'avoir au moins un bloc de serre de 1500 m². Alors je crois qu'il faut 2500 m² en tout, mais il faut au moins un bloc de 1500 m², donc d'un seul tenant. Comme ici vous avez 2 serres collées, donc là il faut que ça fasse 1500 m². Sinon c'est pas pris en charge. Donc ça, très important. C'est malheureux, ça aurait été bien que ça soit validé pour des serres un peu plus petites, mais bon, il fallait bien qu'ils mettent une limite pour pas qu'il y ait des serres de 100 m² qui demandent un déshumidificateur. Mais bon, je pense qu'il y en a déjà beaucoup dans ce cas qui ont au moins une serre, un bloc de 1500 m². Donc ça c'est la première condition, et la deuxième aussi très importante, c'est qu'il faut faire ça très rapidement, parce que les devis doivent être signés avant le 30 mars. Cette aide, elle se termine, elle se clôture au 30 mars. Donc, pour ce faire, vous avez le formulaire en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le formulaire, vous remplissez, et ensuite, Monsieur Salomon de l'entreprise Polaris Energy va vous contacter pour faire les démarches et signer le devis. Il faut que le devis soit signé avant le 30 mars. Si l'installation n'est pas faite, c'est pas grave, mais il faut à tout prix que le devis soit signé avant le 30 mars, sinon ce ne sera plus possible. Et des trucs comme ça, il ne faut pas les laisser passer. Bon, donc là on va faire le branchement. Donc c'est très simple, je vais ouvrir juste la boîte. On va tirer un câble. Alors là c'est une machine en triphasé, mais je pense que c'est possible aussi en fonction de la taille, en fonction des installations, d'avoir du mono aussi. Je connais pas toutes les données techniques de chaque machine, mais je pense que c'est possible. Ça vous verrez directement avec eux. Donc si vous avez que du mono dans la serre, normalement ça doit être possible. Nous on a du tri, donc on a pris une machine en tri. Donc je vais tirer un câble jusqu'à la machine. Voilà pour le branchement déjà. On ouvre ici la boîte, on aura accès à l'alimentation. Voilà comment ça se présente, et en fait on va venir alimenter directement ici. Donc ici je suis en triphasé, 3 fils plus neutre plus terre. Donc j'ai marron, gris, noir pour mes phases, mes 3 phases, mon bleu pour mon neutre, et ici jaune et vert pour ma terre. Et ici après encore je dois connecter, alors moi je dois le faire, vous ne devrez plus le faire. Il sera connecté, c'est juste que moi j'ai eu dans les premières machines, donc c'était pas encore fait. Je dois connecter le thermostat ici avec 2 petits fils tout simples. Alors à noter que pour ceux qui seront en triphasé, donc vous entendez la machine elle marche là, pour ceux qui sont en triphasé, il est possible que la machine ne marche pas tout de suite s'il y a une inversion de phase. En fait là j'avais de la tension, mon power marchait, etc. Et en fait ici, alors attendez, je vais pas abîmer ici, hop, ici ça clignotait, c'est parce qu'en fait il y a de la tension, mais il faut inverser les phases. Donc juste changer 2 fils ici, en haut, et après c'est tout bon. Allez, moi je vous reprends demain matin pour vraiment faire les vrais essais, voir comment ça marche, voir l'eau que ça collecte, etc. Et parce que moi je dois partir. À demain. Alors on est samedi, et donc dernière petite configuration de la machine. J'installe du coup le thermostat. Alors normalement pour vos livraisons, la machine sera livrée avec le thermostat branché. Si jamais ce n'est pas le cas, sachez que la molette manuelle d'activation de la machine prend le dessus sur le thermostat. Au début je comprenais pas parce que j'avais fait le branchement et ça prenait pas en compte le thermostat parce que le manuel était en route en fait. Donc il faut éteindre la molette et ensuite du coup le thermostat va prendre le dessus. Pour le branchement c'est tout simple. Ici c'est vous prenez un câble en 2 fils. Bon là c'est un peu du gros, mais vous pouvez prendre du plus petit, il n'y a aucun problème, c'est juste une impulsion qui est envoyée pour donner l'information d'y aller ou pas d'y aller, ou de s'arrêter. Et ici vous branchez, il y a 6 possibilités de branchement
Ciplo. Vous regardez les numéros, c'est sur le 4 et le 5. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est noté sur la petite notice du thermostat. Et ensuite, vous faites partir votre câble et vous le branchez ici sur le 1 et 2. Voilà, un sur le 1, un sur le 2. Voilà, la machine est en fonctionnement et comme vous l'avez vu, c'est quand même assez simple à mettre en place. Juste l'alimentation, bon là forcément je vais encore faire propre, faire longer la serre, mettre des colsons, etc. pour que ça fasse nickel. Après pourquoi pas même, c'est possible aussi de mettre le bloc en suspension en l'air. On peut suspendre faire un support au niveau des barres de culture, comme ça vraiment il ne nous gêne plus pour le passage. Ça c'est une éventualité. Et puis un câble, moi j'ai mis un gros câble parce que j'avais ça sous la main, mais sinon un petit câble, rien du tout avec 2 fils pour le thermostat. Et après franchement fonctionnement hyper simple, plus besoin de toucher ici au bloc. Les commandes manuelles, il faut pas s'en servir, tout doit se gérer ici avec le thermostat. Donc déjà on-off, voilà tout simplement. Donc si on veut l'éteindre en manuel, c'est comme ça, on rallume, donc directement ça se met en route. Et puis après on définit une cible d'hygrométrie. Donc franchement j'ai pris ça en main, je regarde en même temps que vous, j'ai regardé juste 30 secondes avant vous, donc c'est hyper simple. On a une cible pour la journée et une cible pour la nuit. Donc je dois modifier ça quoi. Parce que bon on en reparlera, parce que je referai une vidéo du coup, une petite vidéo mardi dédiée uniquement à ça, mardi ou mercredi, je sais pas encore. Avec un petit retour d'expérience, on va laisser passer quelques jours, je vais faire des essais. On va faire des comparatifs aussi avec la serre à côté qui est pas équipée. Donc voilà, mais donc, grosso modo on établit un objectif ici. Donc là je vais me mettre sur le jour. Je vais me mettre à 70% par exemple, c'est ce que je recherche. Je fais OK. Hop. Là je suis à 71,6. Donc dès qu'il aura atteint 70% d'hygrométrie, il va s'arrêter. Et il va se remettre en route dès qu'il va passer au-dessus. Alors je sais pas quelle est la marge. S'il démarre directement à plus 1, plus 0,5, je sais pas. Ça on le verra. On en rediscutera du coup la semaine prochaine. Et à noter qu'aujourd'hui, pour le coup, je n'ai pas ouvert les serres ce matin. J'ai fait exprès. En plus, on était vraiment sur un cas typique de condensation puisque nuit très fraîche et matinée ensoleillée. Donc la température est vite montée. On va regarder. Hop. Ici, il fait 19,8 dans la serre. Donc et dehors il fait beaucoup plus froid. Et ici on a à peu près dans les 70. Bon ça varie un petit peu, 70-71% d'hygrométrie. Et ce qui est intéressant c'est de regarder à l'extérieur. Parce que si j'avais ventilé avec de l'air extérieur, ça aurait été beaucoup moins performant. Je vous explique pourquoi. Donc déjà à noter la température ici autour de ma zone. On est à peu près autour des 7 degrés. Donc contrairement aux 19 ici qu'on a sous la serre. Et surtout ce qui va nous intéresser, c'est la partie, voilà, il vient de s'éteindre parce qu'on est passé en dessous de 70% d'hygrométrie. Et surtout ce qui va m'intéresser, c'est l'hygrométrie. Parce qu'en instantané ici, je suis actuellement dans les 80% d'hygrométrie ici à l'extérieur. Donc si je ventile avec de l'air finalement à 80% d'hygrométrie, j'aurais forcément eu une hygrométrie qui serait restée au moins à 80%. Tandis que là, si on a 70, donc ça veut dire qu'on a enlevé ici 10% d'hygrométrie en je sais plus combien de temps de fonctionnement. Il tourne depuis tout à l'heure, mais je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, on en reparlera la semaine prochaine avec des notions de temps, combien de temps ça met pour descendre, etc. Avec des comparaisons avec les serres voisines. Donc on peut dire que c'est que du positif. Donc là pour le test, on va juste passer 70, c'est bien. Hein. Et pour le test, je vais passer à 65 par exemple, 65% d'hygrométrie. On valide. C'est pour la nuit. Hop. Et du coup il se remet en route. Et puis de toute façon la preuve irréfutable que ça marche, c'est quand on voit l'eau couler en dessous. Ici il y a une sortie. Alors là il vient de se rallumer donc ça coule pas tout de suite, mais je vous montre une image de quand ça tourne à plein pot et que ça coule bien. Donc ça veut dire en fait ici on a l'aspiration d'air, le petit micmac qui se fait à l'intérieur, on enlève l'eau et ici on ressort sec.
Et en plus de l'air sec, on a vraiment un aspect ventilation. Quand on se met même tout là-bas, aller un peu plus loin, aux 3/4 de la serre, on sent un petit peu l'air. Donc c'est vraiment... C'est une bonne chose, donc c'est assez puissant quand même. Ça y est, on est à la conclusion de cette vidéo. Je vous rappelle surtout d'aller dans la description, cliquer sur le formulaire pour vous inscrire si vous voulez en bénéficier. Et pour rappel aussi, très important, avant le 30 mars, après ce sera plus possible, c'est clair et net. Donc merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous du coup dans la semaine pour faire un premier bilan, un premier retour d'expérience. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à nos stockés.